j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Mid-Year Book Freakout Tag, qui est un tag pour faire une sorte de bilan à mi-année, savoir où est-ce que j'en suis dans mes lectures, les lectures que j'ai le plus aimées, mes nouveaux crushs, celles que j'ai un peu moins aimées, là où j'ai le plus de surprises. Bref, vous parler un petit peu de tout ce que j'ai ressenti en termes de lecture les 6 premiers mois de l'année. Donc je vous ai préparé toutes les questions dans mon petit carnet et la pile de livres dont je vais vous parler et on peut commencer tout de suite. La première question, mais pas des moindres, c'est quelle est ma meilleure lecture de cette première partie de l'année. Ça a été dur de choisir, donc j'en ai choisi deux parce que je ne sais jamais faire un choix. La première, c'est The Dead Romantics. Je vous ai posté mon avis récemment sur Instagram. C'est Lauralie qui m'a fait découvrir ce livre puisque c'est une de ses romances favorites qu'elle a découvert aussi. Et on s'était lancé un petit challenge quand on est partis ensemble en vacances, c'était de se faire lire un livre préféré à chaque fois. Et elle avait fait lire à Mathilde un petit peu avant et donc elle m'avait dit bon bah voilà, je pense que même si c'est de la romance, tu peux aimer. Et je me suis lancée dedans vraiment sans rien savoir du résumé, donc je ne vais pas vous donner le résumé parce que moi j'y suis allée sans rien connaître et je trouve que c'est ce qui m'a permis d'apprécier complètement ma lecture, de tout découvrir de A à Z. Mais c'était une romance qui abordait énormément de sujets importants et j'ai trouvé avec beaucoup de justesse, beaucoup de douceur, beaucoup d'humour. C'était romantique, c'était rigolo, c'était doux, c'était important, c'était bien écrit. Vraiment c'est un livre qui m'a fait ressentir énormément de choses et qui m'a rendue à la fois triste et heureuse en même temps. Et je suis ressortie de ce livre en ayant ressenti énormément de choses et j'ai l'impression que ça m'a apporté quelque chose et c'est ce que je recherche dans mes lectures. Donc voilà, pour la première de mes meilleures lectures de ces 6 derniers mois. Et la seconde, vous en doutez probablement, puisque j'ai pas arrêté de vous en parler, que ce soit sur Instagram, sur TikTok et je crois aussi sur YouTube, c'est Fourth Wing de Rebecca Yarros, qui est un livre qu'on a vu passer partout sur TikTok, vraiment absolument partout. Et donc j'avais pas énormément d'attentes parce que les livres qui sont très hypés sur TikTok, souvent pour moi c'est des déceptions. Ça veut pas dire que c'est nul parce que c'est hypé sur TikTok, mais j'y vais souvent avec très peu d'attentes. Et celui-ci, ça a été un énorme coup de cœur. Est-ce que c'est le meilleur livre de fantasy que vous allez lire de toute votre vie ? Peut-être pas, mais il m'a transporté de A à Z, il m'a fait ressentir plein d'émotions, j'ai adoré la romance, j'ai adoré la représentation du personnage, puisque pour vous parler un petit peu du résumé de celui-ci, on y suit Violette qui à la base veut rentrer dans la section des scribes, elle veut être scribe, elle veut être formée à ce métier-là, sauf que sa mère qui est une grande commandante lui dit mais non ma fille, en fait tu n'as pas le choix, tu vas aller rejoindre la section des riders, donc ceux qui chevauchent les dragons, tu vas faire ce que je te dis et puis c'est tout. Et donc Violette se retrouve à devoir passer les épreuves très mortelles, on va pas se mentir, pour devenir une cavalière de dragon, comment ça se dit ? Dragon Rider, bref. Et de fil en aiguille, il y a plein de choses qu'elle va découvrir, elle va en apprendre un petit peu plus sur sa résilience et sur sa propre force, sur ses capacités qui, lui permettent de se démarquer des autres. Puisque ce que j'ai mis avec Violette, c'est que c'est pas un personnage qui agit avant de réfléchir. Elle est atteinte d'une maladie qui est la même maladie qu'a l'auteur, qui est une maladie chronique qui, il me semble, fait qu'on a un petit peu moins je crois que c'est de résistance au niveau des muscles et donc de la douleur et de la fatigue chronique. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça en fait un personnage qu'on va toujours mettre en avant comme le maillon faible de l'équipe. Et c'est absolument pas le cas, au contraire. Déjà, elle fait tout ce qu'elle peut pour se mettre à niveau par rapport aux autres en termes de physique. Et en même temps, elle va utiliser sa manière de penser assez unique pour du coup pallier à son handicap, entre guillemets, dans cette section-là, parce que c'est ce qui la met en désavantage, sa condition physique, par rapport à ses autres camarades quand on est sur des épreuves qui sont les 3 quarts du temps mortelles. Et j'ai adoré ça, j'ai adoré le fait qu'on ait un peu... Alors, c'est pas un triangle amoureux, mais on a des protagonistes qui m'ont beaucoup fait penser à Tamlin et Rhysand, avec un protagoniste masculin qui est plutôt là pour essayer de la protéger en permanence, et un autre qui va lui dire écoute ma cocotte, c'est pas parce que tu es atteinte d'un handicap que tu peux pas faire ce que t'as envie de faire, donc aie confiance en toi et you go girl quoi. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir ces deux représentations-là. Et puis la romance est très cool. Il y a beaucoup de gens qui vendent ça comme une romantaisie, dans le sens où ils disent que la romance est plus présente que la fantasy. Je suis pas d'accord. Pour moi, une slow burn romance qui se développe et qui a une place importante dans l'histoire, mais c'est pas une romance avec de la fantasy, c'est vraiment une fantasy avec de la romance. Et en plus de ça, on a un univers étendu qu'on commence à apercevoir au fur et à mesure du bouquin, qui a l'air absolument incroyable. Vraiment, il y a plein de petites informations qu'on nous donne et où on se dit ok, quand elle va développer ça dans la suite, ça va être incroyable. Et puis les plot twists sont très cool, il y en a quelques-uns qu'on peut voir venir, mais franchement la plupart du temps j'ai été absolument époustouflée et ouais, j'adore, j'ai trop hâte d'avoir la suite qui est Iron Flame et qui sort en novembre il me semble, donc j'ai beaucoup trop hâte. Ensuite, la question 2, c'est la meilleure suite de saga que j'ai pu lire cette année, et alors là j'ai un peu triché parce que j'ai pris un préquel, donc en fait c'est sorti, je me dis que ça compte parce que c'est sorti après le tome 1, même si c'est un tome du coup 0,5, je le mets quand même. Et puis celui-ci on peut le lire soit avant
le prieuré de l'Oranger, soit après, donc je me dis que ça compte. Bon, de toute façon, j'ai envie de le mettre, donc je vais le mettre. Et c'est A Day of Fallen Night, donc Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, qui est le préquel du prieuré de l'Oranger. Je l'ai tout bonnement adoré. Je trouvais que le prieuré de l'Oranger de base était déjà incroyable, mais celui-ci, c'est une pépite. Vraiment, j'ai adoré. Encore une fois, on est sur un livre avec de la fantaisie épique extrêmement riche, un univers qui est très varié, très poussé, beaucoup d'informations, et en même temps, je l'ai trouvé plus simple pour s'immerger dans l'univers, à lire en premier pour découvrir l'univers du prieuré. Je pense que c'est plus simple de commencer par celui-ci puisqu'il est un petit peu plus simple en termes du nombre d'informations qu'on nous donne, mais encore une fois on a des personnages féminins qui sont absolument incroyables, inspirantes au quotidien, enfin bref, c'est à chaque fois les personnages de Samantha Shannon sont absolument génial et ce sont des personnages qu'on a envie de trouver plus souvent dans des fantaisies. Des personnages féminins qui vont avoir différents rôles dans la société, il y en a qui sont des reines, il y en a qui sont des mères, il y en a qui sont des soldats et ça montre que tous ces rôles-là peuvent s'imbriquer et que pour autant, une femme qui est mère peut quand même combattre. Une femme qui ne veut pas être mère peut quand même être reine. Bref, j'ai trouvé que c'était une pépite. Ensuite, on a une nouvelle parution que je n'ai pas encore pu lire mais que j'ai très envie et pour ça, je choisis The 7 Years Sleep de Ashley Poston qui est donc l'autrice de The Dead Romantic. Le livre est sorti le 27 juin, on est actuellement le 29 et ça fait 2 jours que j'essaie de l'acheter à minuit. J'étais sur Amazon mais il est en rupture de stock à minuit, donc ça c'est encore Amazon qui je pense fait n'importe quoi avec son stock, donc je ne peux pas l'acheter et la deuxième version du livre par une autre maison d'édition ne sort que le 6 juillet. Donc pour l'instant j'attends patiemment, mais voilà, c'est une des nouvelles sorties récentes que je veux le plus lire. Dès que je l'ai, je la commence, mais pour ça il faudrait déjà que j'arrive à l'avoir. Et pour le résumé de celui-ci, j'ai pas trop lu, j'en ai plus entendu parler, donc je vous fais un résumé vraiment à ma sauce. Mais de ce que j'ai compris, on y suit 2 personnages différents qui en fait vont se rendre compte au bout d'un moment ils vont se retrouver dans le même appartement, sauf qu'il y en a un qui vit 7 ans dans le passé, et elle vit du coup dans le présent. Et ça va donner des situations un petit peu cocasses. Et bah voilà, comme j'avais adoré The Dead Romantics, j'ai trop envie de lire celui-ci et j'espère que je serai autant conquise par la plume et les personnages. On avait aussi comme question les sorties les plus attendues de la deuxième partie de l'année. Et pour ça, j'en ai 2, en tout cas 2 qui me viennent en tête dès que je pense. Nouvelle parution que j'attends avec impatience pour la fin de l'année. C'est en premier Iron Flame, je vous en ai déjà parlé du coup, le tome 2 de Force Wing qui sort en novembre. Et ensuite, on a aussi The Fragile Threads of Power de V. Schwab qui sort le 26 septembre, si je dis pas de bêtises, qui est, je crois, le 4e tome, oui c'est ça, de Shades of Magic, voilà, que j'avais adoré, que j'ai lu il y a très longtemps, donc il va falloir que je lise des résumés spoilants. Je vais lire, je crois que Summary's Books, elle en a fait sur les 3 premiers tomes, donc voilà, pour me remettre au goût du jour, mais j'ai beaucoup trop hâte parce que cette saga, elle est incroyable, et puis c'est V. Schwab, donc de toute façon, n'importe quel livre que sort V. Schwab, je l'achète et je le lis directement. On enchaîne avec la question de mes plus grandes déceptions. Et là, encore une fois, j'ai pas pu choisir. J'en ai choisi 2. Je pense que si vous me suivez, encore une fois, pareil, sur mes différents réseaux sociaux, vous savez lesquels c'est parce que j'en ai parlé à de multiples reprises. J'ai eu quelques déceptions, mais je pense que les 2 plus grosses sont définitivement The Stolen Air et Things We Never Got Over de Lucy Score et donc Holly Black. Celui-ci, ça a été une déception parce que, en plus de ça, je m'attendais énormément à l'apprécier. C'est donc le préquel de The Cruel Prince qui va suivre le sequel, j'ai dit n'importe quoi, qui suit le personnage de Hawk, donc le petit frère de Jude. Et c'est un personnage qui m'avait intriguée, mais sans plus dans la saga principale. Mais je m'étais dit, trop bien, j'ai hâte de me replonger dans ce livre qui est surtout connu pour les personnages morally grey et toute la politique qui est assez incroyable, j'avais trouvé en tout cas dans The Cruel Prince, tout en étant assez YA. Donc c'était une bonne introduction avec de la fantasy, avec un aspect politique assez développé. Et c'est pas du tout ce que j'ai retrouvé dans ce livre-ci. Déjà, je trouve que les personnages n'étaient absolument pas intéressants, vraiment. Et puis il n'y a aucun développement du début du livre jusqu'à la fin du livre des personnages, aucune alchimie dans la romance entre les 2 personnages. Le plot twist, du coup, annule complètement ce qu'elle a tenté d'amener tout au long du roman, je trouve. Quoi d'autre? Bah oui, aucune intrigue politique vraiment intéressante. J'ai trouvé que ça manquait de retournement, de machination politique. Et puis ça manquait de morally grey, là, je suis désolée, c'était pas morally grey, c'était pas ce que je voulais. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, je pense qu'il y a des gens qui l'apprécient vraiment, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui le notent via le prisme de la nostalgie, enfin le biais de la nostalgie plutôt. Et je trouve ça dommage parce que si moi je le lis objectivement, certes j'avais extrêmement hâte de le lire, mais c'est pas du tout au niveau de The Cruel Prince, c'était décevant quoi. Et alors celui-ci, je ne présente plus The Things We Never Got Over, donc ces choses qu'on n'oublie pas, je crois, en VF de Lucy Score, qui est tout bonnement, je pense,
qui a le top 1 quand même de mes plus grosses déceptions. Déjà, si vous m'appreniez qu'il a été écrit par un homme de 55 ans et non pas une femme, je ne serais pas choquée vu le nombre de propos sexistes, les nombres de réflexions ultra cringe sur les règles en mode oui mais vous savez, elles ont toutes leurs règles donc faut être sympa et puis faut pas venir au bar parce que c'est la marée rouge et elles risqueraient de s'énerver sur vous sans aucune raison parce qu'elles ont leurs règles. Bon là je vous donne des trucs hors contexte mais c'est que des trucs comme ça en mode... je sais pas comment dire, ça veut montrer le personnage principal masculin comme bienveillant avec des réflexions comme non mais ne venez pas au bar, c'est la marée rouge. Et on est censé se dire oui, oulala, qu'il est intéressant, qu'il est sexy, Nox, pas du tout. Déjà le mec il a 40 ans, il a la maturité d'un enfant, mais vraiment, genre j'étais choquée. Je me dis mais les jeunes femmes qui disent que Nox là, c'est votre book boyfriend, je me dis là, il faut vous offrir des sessions de thérapie parce qu'on parle d'un mec qui utilise la violence pour remédier à tout, qui parle vraiment très très mal au personnage féminin, qui la gaslight, qui la force à parler de ses traumas alors qu'elle n'a pas envie. Les scènes de sexe sont archi cringe, j'ai jamais vu ça. Enfin, pour moi, il n'y a rien qui va dans ce livre. Et quand je vois la note sur Goodreads, je me dis, mais mesdames, il y a vraiment un souci avec ce sur quoi vous fantasmez. Alors oui, il en faut peut-être pour tous les goûts, hein. Je suis d'accord. Mais quand même. La question suivante, c'est ma plus grosse surprise et bah là je vais reparler de Fourth Wing puisque c'est vraiment celui que je m'attendais pas du tout à apprécier et qui m'a pris par surprise complètement et où je me suis retrouvée à avoir un énorme coup de cœur dessus alors que je m'y attendais pas du tout. Donc voilà, meilleure surprise de l'année, Fourth Wing sans souci. Ensuite, on a la catégorie des nouveaux auteurs favoris. Donc, on a un auteur qui débute et un auteur qu'on ne connaissait juste pas avant. Et pour un auteur qui débute, j'ai choisi Elodie Harper avec L'Antre des Louves, donc de Wolf Den, que j'ai absolument adoré. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire et je vais le lire avec grand plaisir, même si c'est une lecture qui n'est pas très facile, puisque ça se passe en l'an 74 après Jésus-Christ, non, avant notre ère, dans un bordel à Pompéi où on y suit le personnage d'Amara qui a été forcée de devenir prostituée mais qui va tout faire pour essayer de s'en sortir et retrouver sa liberté. Donc vous vous en doutez, c'est vraiment pas une lecture facile, il y a des passages qui sont très très crus et en aucun cas la dureté de sa réalité est édulcorée. Donc voilà, c'est un livre où il faut lire les trigger warnings. Enfin, je crois pas qu'il y ait trigger warning parce que c'est de la littérature adulte et j'ai l'impression qu'il y a pas souvent de trigger warning dans la littérature adulte, mais vous pouvez les trouver sur internet, je pense. Néanmoins, je trouve que pour un premier roman, c'est tout simplement bluffant la manière dont sa plume est affirmée et le travail de recherche qu'elle a fait pour donner au livre un réalisme sans faille. Et j'aurais pu aussi mettre Rebecca Yarros avec Fourth Wing et Ashley Poston avec The Dead Romantics, mais je voulais parler d'un livre que j'ai pas encore mentionné, qui est The Serpents and the Wings of Night de Carissa Broadbent. J'adore cette auteure depuis que je l'ai découverte avec Daughter of No Worlds, mais alors avec The Serpents and the Wings of Night, j'ai eu vraiment un énorme coup de cœur pour sa plume. C'est une auteure qui sait me happer de A à Z et où quand je lis son livre, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un seul passage qui pourrait être enlevé en fait à la relecture. Tout est parfaitement bien dosé, les plot twists sont extrêmement bien réfléchis, la psychologie des personnages est dingue, il n'y a pas de personnages qui sont toxiques juste pour amener ce petit truc un peu de on veut un personnage un peu Morally Grey et voilà, je trouve qu'elle écrit très 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 bien et je pense que vous pouvez vous douter au nombre de post-it que j'ai mis sur le livre que j'ai vraiment passé un très bon moment avec ma lecture. Ensuite, on a la question de quel est mon nouveau crush fictionnel et pour ça, j'ai hésité longtemps entre Rain justement de The Serpent and the Wings of Night et Xaden de Fourth Wing, mais je pense que je vais choisir Xaden de Fourth Wing parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce personnage. Pour moi, c'est genre Cassian mais version bis. Donc vraiment en mode grand, brun, ténébreux. C'est un homme qui va pousser le personnage féminin vers le haut de A à Z, qui va pas lui dire non mais t'es fragile, vraiment repose-toi, fais attention à toi. Non, non, de A à Z, il la tire vers le haut et en même temps fait beaucoup attention au consentement, ça on en a besoin dans les livres parce que parfois c'est un petit peu oublié. Et puis voilà, enfin je sais pas, un homme comme on les aime quoi. L'avant-dernière question, c'est un livre qui m'a rendue heureuse et j'ai choisi un livre qui, alors il a des thématiques et des passages compliqués à lire, mais j'ai été tellement contente de me replonger dans l'univers et de retrouver la relation de ces deux personnages que j'étais obligée de le choisir et c'est le tome 4 de l'Or Olympus qui pour moi est mon tome préféré. Vraiment j'ai passé un trop bon moment avec celui-ci, même si voilà, il y a des sujets compliqués qui sont abordés, je vous conseille aussi de lire les trigger warnings. Il n'empêche que j'étais tellement heureuse de retrouver la saga et je suis à ça de continuer sur Webtoon directement, mais en même temps j'aime tellement le format papier et avoir les planches en grand format comme ça devant moi parce que je trouve que l'objet livre est sublime à chaque fois, mais c'est vraiment une pépite et je suis tellement attachée à cette histoire et aux personnages et à la complexité des personnages que je suis tellement heureuse de me replonger dans l'univers à chaque fois.
Et enfin, on conclut avec une question, ma foi, très gaie, puisque c'est le livre qui t'a fait pleurer. Et pour ça, j'en ai choisi 2, parce qu'il y en a vraiment surtout 2 qui m'ont fait pleurer cette année. En premier, on a Nos plus belles années de Clara Hérault. Je vais pas vous expliquer trop pourquoi il m'a fait pleurer, parce que ça fait partie des plot twists, entre guillemets, du livre. Donc je vais pas vous expliquer ça, juste, je trouve que c'est un livre qui est extrêmement bien écrit. Et en plus de ça, il y a un vrai travail de recherche pour parler des sujets qui sont abordés, des sujets assez complexes qui sont abordés dans ce livre aussi. Donc voilà, ça m'a fait monter les larmes à plusieurs reprises et je trouve que c'est un livre qui parle de sujets qui sont très actuels et c'est le genre d'ouvrage qu'on devrait faire lire notamment dans plusieurs établissements scolaires à partir d'un certain âge, hein, évidemment, parce que c'est quand même une lecture assez dure, mais voilà, un sujet d'actualité. Et s'il vous tente, je vous conseille d'aller lire, de l'acheter et de lire les trigger warnings quand même avant. Et le second, alors celui-ci, c'est bizarre un peu d'en parler parce que je l'ai pas terminé, j'en suis toujours à la moitié parce qu'en fait il est tellement compliqué que je le lis à petite dose, sinon je suis traumatisée pendant des jours à chaque fois. Donc j'avance petit à petit dans le récit, mais j'étais déjà bien annoté. Et celui-ci c'est basé sur une histoire vraie, donc c'est Know My Name de Chanel Miller, qui est l'histoire de la jeune femme qui s'est fait agresser sexuellement à Stanford. Elle allait à une soirée de frat boys et en fait elle s'est fait sur le retour agresser, enfin en fait elle s'est fait violer, c'est juste que le terme violer est, comment dire, très réglementé et donc on ne peut pas l'utiliser pour tout type d'agression sexuelle, même s'il faut dire ce que c'est, hein. Honnêtement c'était un viol qu'elle a subi. Et ça nous parle du fait que je crois le monsieur a été condamné à 6 mois de prison, je crois, alors que ça a été prouvé. Voilà, il y a eu des preuves, il y a eu un kit de ce qu'ils font à l'hôpital. Les kits de viol, je crois ça s'appelle, pour prouver qu'elle a bien été agressée sexuellement. Bref, et du coup ça montre la réalité de qu'est-ce qui se passe quand on se fait agresser et qu'est-ce qui se passe quand on décide de porter plainte et pourquoi est-ce que certaines femmes décident de ne pas porter plainte, puisque ça montre aussi à quel point c'est compliqué, à quel point on a une pression où on se dit, on nous prévient, et bah écoutez, on lui a dit... quand vous allez porter plainte, ils vont tout faire pour prouver que c'était votre faute, pour prouver que vous avez allumé, pour prouver que vous le méritiez, pour prouver que c'est quelqu'un de bien, lui. Et c'est horrible. Et elle disait lire aussi les commentaires sur les réseaux sociaux, quand les articles sont sortis, quand ils ont choisi de prendre les photos donc du mec, ses meilleures photos, ils disent que c'est le sportif de l'université, voilà, qu'elle portait une jupe, qu'elle portait une robe, et les commentaires qui la rabâchent en disant qu'elle l'a cherché, que c'est une femme, qu'elle cherche tout ça, enfin bref, des trucs horrible et atroce, et elle explique à quel point ça peut pousser certaines femmes à juste titre à se dire c'est trop dur et du coup à accepter des deals où elles prennent juste de l'argent et elles décident de pas porter plainte parce que psychologiquement c'est un enfer de faire toute une procédure quand on sait ce qu'on va devoir écouter derrière, quand on sait qu'on va devoir revivre le traumatisme encore et encore, être confronté à son agresseur. Et voilà, c'est très cru, c'est très bien écrit et du coup c'est extrêmement compliqué à lire, donc je l'avance petit à petit parce qu'à chaque fois que je le lis je pleure et en même temps je veux le terminer parce que je trouve que c'est un récit qui est extrêmement important et ça montre aussi la réalité du système judiciaire aux États-Unis comme en France où beaucoup trop souvent les agresseurs sont acquittés en fait, faute de preuves ou faute de volonté de réellement les emmener, les faire aller en prison. J'ai du mal à m'exprimer sur ce sujet parce que c'est galère, c'est le genre de sujet, ça me tend un petit peu, donc j'ai du mal à trouver mes mots, mais voilà, c'est un livre que je trouve extrêmement intéressant et surtout il est pas extrêmement compliqué à lire en anglais, donc si vous cherchez aussi à vous familiariser un petit peu plus avec la lecture en anglais, ça peut être un bon moyen de débuter. Par contre voilà, le sujet est particulièrement compliqué. Et du coup, sur cette note, ma foi, très positive, je conclus la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas aussi à répondre à certaines questions en commentaire ou à me faire carrément votre petit tag dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis sur ce, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!